Tout Smart. Cyril, je te laisse te présenter pour commencer. Ouais, merci. Alors du coup, moi je suis Cyril de Saint-Paul. Chez TooSmart, je travaille sur le calibrage d'un projet, voir où est-ce qu'on peut comprendre le process, automatiser des tâches et monter un projet avec nos clients et aussi nos prospects en phase d'avant-vente. Et pour ça, moi j'ai une dizaine d'années d'expérience sur les sujets de création de projets sur mesure. Un peu de conseils aussi sur la mise en place d'applicatifs au sein de groupes, startups, PME. Et donc ça m'a amené à adapter des stratégies digitales en fonction des structures qu'on a en face et des personnes, du niveau d'expertise des personnes. Et donc, du coup, la méthode que j'applique, elle est très pragmatique. Qui est basée sur une veille sectorielle et un accompagnement adapté au métier. L'idée, c'est d'être très objectif, piloté par la donnée et mettre en place des choses qui apportent de la valeur. Et ça, aujourd'hui, chez TooSmart, on va vous faire un petit rappel de ce qu'on fait, mais aujourd'hui, chez TooSmart, nous, on travaille sur ces sujets-là avec trois innovations qui nous animent au quotidien. La première, c'est de partir de l'usage. Donc, comprendre le process de nos clients, comprendre comment est-ce qu'ils travaillent, comment est-ce que les gens sur le terrain travaillent au quotidien, identifier des choses à automatiser et vraiment créer des applications métiers qui sont 100% basées sur leurs besoins. Ça, on le fait en no-code et en low-code. C'est une techno qu'on a choisie parce que elle permet d'aller vite et d'être évolutive. Donc, l'idée, c'est qu'un process dans le temps, dans une entreprise, ça bouge. Et, une techno qui permet d'être flexible avec ce process, c'est toujours intéressant. Et pour finir, on innove aussi sur le business model puisqu'on vend nos applications en abonnement, ce qui permet d'intégrer tous les frais d'investissement, de maintenance et d'automatisation et donc d'avoir un coût qui est pas lourd pour l'entreprise et qui permet justement de lancer des POC ou des applications qui durent dans le temps très rapidement et très simplement. Sur tous nos projets, on travaille sur un bénéfice. Donc, comme je disais, on travaille beaucoup sur l'analyse de la donnée et comment est-ce qu'on calcule un ROI. Et donc, nous, on a toujours un gain de productivité, de temps ou d'argent et de qualité de données en fonction des projets. Donc, quand on travaille avec TooSmart, l'idée, c'est vraiment d'améliorer au quotidien le travail des équipes. Et pour ça, on le fait avec trois leviers. Le Digital Lab externalisé, on est le bras droit armé de la DSI. On vient digitaliser l'entreprise de l'intérieur, rencontrer chaque métier et voir où est-ce qu'on peut automatiser des choses. La deuxième, c'est notre cœur d'activité, la création d'applications, puisqu'aujourd'hui, on a un parc d'à peu près 70 applis qui tournent chez nos clients. Et ces applis sont toutes en no-code ou en low-code, permettent d'automatiser, de simplifier et de supprimer le papier du terrain. Et la dernière brique que vous voyez sur la presse, c'est le Process Thinking Smart, où là, on va passer un peu de temps avec le client pour analyser son process, comprendre comment est-ce qu'il travaille et pouvoir schématiser un process avec les points d'automatisation et l'accompagnement justement sur cette transformation digitale. C'est ce qui fait que les applications sont sur mesure et adaptées au final au procédé. Exactement. On travaille toujours en sur-mesure et l'idée, c'est que les fonctionnalités de nos applis soient 100% utilisées et du coup, vraiment efficaces. J'ai un peu parlé du no-code tout à l'heure et pour vous donner quelques chiffres, c'est une techno qui est assez intéressante puisque comme on est sur des applications qui sont créées plus rapidement, on va forcément avoir un impact sur le coût avec quelques chiffres que vous voyez là. Mais ce choix technologique qui vient d'une réalité marché, c'est qu'aujourd'hui, on a une demande qui explose sur la partie création d'applications au sein des entreprises. Donc tous ces sujets de transformation digitale et une réalité qui est opérationnelle, c'est qu'on n'a pas assez de monde pour le réaliser. Nous, on le voit au quotidien avec des DSI qui viennent nous voir en nous demandant de les épauler sur la création d'applications pour automatiser, puisque en fait, elles n'ont pas la bande passante pour gérer ces projets-là. Et donc, le no-code ou le low-code est une réponse à ça. Et je vous rassure, pour les gens techniques qui nous regarderont, qui nous regardent,
on n'est pas des fervents défenseurs de la techno, hein. Le no-code ou le low-code répond à des besoins, mais ne va pas, selon nous, remplacer toutes les autres technos, bien entendu. C'est juste un choix de notre organisation. Aujourd'hui, du coup, on est là pour vos questions digitales et pour pouvoir les débloquer. Donc, je vous laisse dans le chat, ou même si vous souhaitez ouvrir votre micro, poser vos questions sur les points bloquants que vous pourriez rencontrer. Donc, pour ce webinaire aujourd'hui, on a repris en fait les questions du Smart Talk précédent qu'on avait fait au mois d'août, exactement. Et donc, le but aujourd'hui, c'est de vous proposer quelques questions. Donc, on en a sélectionné quelques-unes qui viennent donc soit du précédent webinaire, soit des clients. On a des questions qui sont un peu redondantes. Donc, le but aujourd'hui, c'est de vous éclairer dessus. La première question, c'est de savoir comment faire comprendre à son patron qui imprime encore ses mails. Alors, c'est une histoire vraie de l'un de nos clients dont on dira le nom aujourd'hui, que l'automatisation peut être un plus pour l'organisation. Ouais, effectivement, ça nous a bien fait rire quand on l'a reçu, cette question. Il y a encore des gens qui impriment leurs mails, ça arrive. Et donc, du coup, sur ce point-là, nous, on imagine plusieurs choses. C'est déjà amener une compréhension de la personne en face, que ce soit son patron, comme pour la question, ou quelqu'un d'autre, dans l'organisation. L'idée, c'est d'abord mesurer le temps que les tâches qui ont peu de valeur ajoutée prennent. Donc, le savoir quel impact on a, par exemple, faire du copier-coller d'un tableau Excel à un autre, récupérer des fiches papier qu'on ressaisit dans un tableau Excel. Si on arrive à le mesurer en termes de temps, donc c'est 1 heure, 2 heures, 3 jours, voilà, on l'estime, ça nous permet d'avoir une quantité de ce qu'on peut améliorer et donc percevoir la valeur ajoutée. Donc, c'est des tâches qui ont peu de valeur ajoutée. Et l'idée, c'est de, grâce à ça, pouvoir calculer un ROI. Donc, je donne un exemple très simple. Une personne qui est payée, qui coûte à l'entreprise 700 euros au jour, si elle passe 3 jours par mois à faire des tâches à faible valeur ajoutée, on est sur du 3 x 7, 21, donc 2100 euros perdus, voilà, entre guillemets, par l'entreprise. Et donc ça, forcément, ça amène une compréhension de son patron qui aura plus une vision chiffre, mais ça peut aussi amener une valorisation si on travaille avec les RH en disant, bah ouais, mais là, on a cet aspect financier, mais on a aussi l'aspect humain qui n'est pas valorisant pour le travail. Donc, toujours trouver cet axe-là. Et le dernier point de réponse qu'on peut amener à cette question, c'est faire la preuve par le POC, donc Proof of Concept. Donc, réaliser une appli pour automatiser et montrer en fait que par rapport à nos chiffres initiaux, donc les 3 jours, si on regarde le même exemple, on a réussi à réduire ce temps-là à 2 heures. Et donc là, ça prend tout son sens. Et donc, d'amener comme ça par étapes la réflexion de l'automatisation, ça peut vraiment faire évoluer une organisation et de le faire vivre dans le temps. Je vois qu'on a déjà une question dans le chat de la part de Stéphane. Bonjour Stéphane, qui voudrait lancer un POC, mais il n'a pas de budget défini. Comment faire? Alors, pour ça, il y a plusieurs manières de le faire. La première, c'est d'aller séduire son organisation, donc amener la réflexion auprès des décideurs. Et comme je le disais juste avant, c'est d'amener une notion économique dans le sujet. Donc, c'est de se dire, on a un projet qui a de la valeur, mais par contre, le temps, donc les 2100 euros dont on parlait tout à l'heure, ça peut être un aspect économique, de se dire, OK, on va économiser temps, donc pourquoi pas le réallouer dans le budget, dans le projet. Donc ça peut être des notions. Si vous êtes dans une logique de gestion de budget pour vous-même, peut-être réallouer des budgets différents et donc supprimer des lignes pour investir sur le digital. Après, une chose est sûre, c'est que pour débloquer un budget, il faut toujours convaincre sa direction et il faut avoir une direction qui est en phase avec le digital et qui y croit. Merci Cyril. N'hésitez pas à continuer à mettre vos questions dans le chat si vous le souhaitez. On y répondra avec plaisir.
Je passe du coup à la deuxième question qui était aussi issue d'un client, qui était comment faire face à la résistance au changement qu'on peut rencontrer dans certaines entreprises. Ouais, alors ça, c'est un sujet qu'on croise parfois, notamment sur des divergences de vision entre la direction et les métiers. Et par rapport à nos problématiques, plus principalement des usines, où ça nous est déjà arrivé d'arriver en rendez-vous où la personne veut absolument digitaliser. Et en fait, quand elle te présente son projet, son process, elle nous dit bah, tout fonctionne. Donc, c'est pas forcément toujours dans l'intérêt de tout smart, mais nous, on est très objectif, pragmatique. Ben on dit, bah, en fait, si tout fonctionne et qu'il n'y a pas de points irritants, donc perte de temps, perte de qualité de données, enfin voilà, bah, autant rester sur ce process-là et digitaliser d'autres sujets. Donc ça, c'est un premier point. Et donc, la deuxième chose, c'est pour vraiment faire face à cette résistance au changement, quand on a un projet qui est en cours, cette fois-ci, le premier point, c'est l'onboarding. Donc, l'onboarding, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que les utilisateurs s'approprient l'application. Et donc, ça, il y a plusieurs leviers. Il y a la formation, il y a la création de contenu, passer du temps avec les gens, à leur expliquer comment fonctionne l'application, puisque ça, c'est important, même si on fait des projets digitaux, l'humain est toujours fort. Donc, passer du temps à expliquer, à répondre aux questions, c'est assez important. Une deuxième brique qu'on pourrait amener comme réponse, comme élément de réponse, serait d'inciter les gens, enfin de les impliquer dès le début du projet. Donc, quand on a quelqu'un qui est résistant au changement, c'est parfois très français, c'est aussi parfois par principe. Là, en impliquant la personne dès le début, à travers des interviews pour cadrer, à travers des ateliers, l'impliquer dans la réflexion sur la construction de l'application, où ça fonctionne aussi sur un site internet, hein, sur tous les projets digitaux. En fait, d'impliquer la personne, ça va la motiver et l'intéresser. Ça va peut-être même la rendre moteur parce que ça la sort aussi de son travail quotidien. Et donc, du coup, ça, c'est un point important. Et un autre point, justement, là-dessus, pour continuer dans ces deux premiers éléments, c'est la communication. Toujours parler du projet, impliquer les personnes, de bien le faire. C'est toujours plus agréable d'avoir une communication qui est bien, bien ficelée. Et ça, en fait, ça permet d'éviter les frustrations. Le cas typique des échecs sur des projets digitaux, c'est le projet qui a été fait dans un coin et qu'on met comme ça dans les mains des utilisateurs. Donc là, forcément, la résistance au changement, la résistance au changement, elle est hyper forte. Et le dernier point qui peut être très important pour les personnes qui justement hésitent à se lancer et qui nous regardent, c'est d'avoir un sponsor. Puisque quand on a un sponsor interne qui est généralement quelqu'un de la direction, bah, les équipes ont plus tendance à écouter et à s'intégrer dans le projet. Et donc, tout ça, c'est des éléments qui peuvent casser cette résistance. Après, l'idée, c'est de toujours s'adapter à l'organisation et de ne pas brusquer. Mais donc, c'est des choses qui se font dans le temps, généralement. Ok. Je vois une question de Stéphane qui vient d'apparaître. Mais du coup, comment garantir que mon sponsor sera impliqué dans mon projet? Déjà, merci Stéphane. Si c'est le même Stéphane, ça fait deux questions. Et du coup, tu m'as demandé comment impliquer le sponsor, comment garantir que mon sponsor sera impliqué dans mon projet? Alors, comment garantir que le sponsor sera impliqué dans le projet? Alors ça, c'est une question qui dépend beaucoup des organisations, puisque forcément, en fait, ça dépend de la personne qui est en face, des objectifs, de la vision. Et moi, alors ça, c'est une réponse assez personnelle, mais j'ai deux visions. C'est si la personne, le sponsor, ne veut pas s'impliquer dans le projet, c'est qu'elle ne croit pas au digital. Alors là, je parle uniquement de projets digitaux, mais si c'est ça, c'est qu'elle ne croit pas au projet digital et que quand la direction est réfractaire à cette transformation, à cette évolution, c'est généralement un signe d'une volonté de rester en place et qui n'est pas forcément un bon indicateur si on veut faire évoluer son entreprise sur ces sujets-là. Donc ça, après, il y a un moment où on peut faire des petits efforts, mais ça ne bougera pas beaucoup. Deuxième point, c'est quelqu'un qui a une vision un peu plus, qui a une vision et qui a une volonté et qui voit les bénéfices du digital. Et là, en fait, l'implication, elle est facile à amener, entre guillemets, puisque
ça fera partie de ses objectifs. Si on est directeur d'une business unit, mettre en place une application qui automatise ou refondre un site internet ou machin, ça va améliorer les performances de son PNL, donc de sa business unit. Et donc, c'est un intérêt pour elle parce que ça l'aide à atteindre ses objectifs et c'est une valeur ajoutée concrète. Donc, l'amener par ce biais-là, ça peut être intéressant. Et après, comment est-ce qu'on le garde impliqué? En fait, ça fait un peu le lien avec la question d'avant, c'est sur la résistance au changement, c'est que, en fait, communiquer, intégrer la personne dans le projet et l'utiliser en première ligne, donc la mettre en avant par le projet, c'est des choses qui peuvent l'impliquer et la faire vivre dans le sujet. Et l'idée de tous ces projets-là, en fait, c'est de travailler en équipe. Donc, que ce soit un projet interne ou un projet avec un prestat ou enfin, quelle que soit l'organisation, toujours impliquer les membres pour qu'on atteigne la réussite. Ok. Je vois que Stéphane nous pose beaucoup de questions. N'hésitez pas, hein, les autres, à mettre vos questions dans le chat. On y répondra avec plaisir. Question suivante, du coup, qui est comment convaincre sa direction de lancer un projet? Alors, comment convaincre sa direction de lancer un projet? Bah, ça, c'est pour continuer avec le rebond sur la question de Stéphane, c'est que déjà avoir un sponsor, c'est toujours intéressant parce que ça va le valoriser lui, ça va valoriser la personne qui lance le projet, l'équipe, et intégrer la direction dans le projet, c'est primordial parce que forcément, quand on a une direction qui met en place des choses, les équipes suivent parce que le respect hiérarchique, la volonté de comprendre la vision de l'entreprise, etc. Il y a un autre point qui peut être assez intéressant, c'est présenter les résultats. Donc là, forcément, quand on montre quand on montre un gain de temps, un gain d'argent, un gain de productivité, bah, la direction va être sensible à ça, puisque c'est des indicateurs qu'elle suit. Et, et donc, du coup, aussi, je pense qu'il y a une logique un peu collective à avoir, c'est de se dire, si on veut débloquer un budget avec un partenaire, il faut rassurer sur le partenaire. Nous, c'est ce qui nous arrive régulièrement, notamment en ce moment avec quelques sujets avec quelques prospects qui se reconnaîtront, j'espère, où on rencontre, nous, la personne qui veut lancer le projet, mais pas que. On rencontre aussi la DSI, la direction générale, parfois même d'autres métiers, pour échanger avec eux, rassurer sur le fait qu'on soit une boîte sérieuse, qu'on a une équipe en place, qu'on a des références, de l'expérience. Et tout ça, en fait, ça va permettre de convaincre, rassurer et de montrer aussi l'impact et l'intérêt. Et l'idée, c'est de jouer collectif, quoi. C'est vraiment, on n'est pas le métier contre la direction, le prestat ou autre. C'est vraiment tout le monde ensemble dans le même panier, plus on avance. Et ça, en fait, c'est le meilleur moyen pour convaincre, si vous voulez lancer des projets. Petite question ensuite, comment arbitrer entre application sur mesure et logiciel sur étagère? C'est une question qui revient souvent sur les prospects ou clients qu'on peut avoir. Entreprendre donc un logiciel qu'on va co-créer avec un partenaire ou une solution déjà toute prête qu'on peut trouver en ligne. Ouais, effectivement, bah alors sur ça, on a plusieurs. Enfin, le premier point, c'est 80% des gens qui viennent nous voir, c'est que c'est des gens qui ont déjà testé des solutions sur étagère, un CRM, un ERP, n'importe quel que soit l'outil, et qui en fait, en réalité, n'utilisent que 3% des fonctionnalités. Ce qui est marrant, c'est que ce 3%, c'est une expression qui revient souvent, et Salesforce a fait un article pour parler de ça, en disant que leur outil était utilisé qu'à 3%. Donc, c'est une réalité marché, c'est que quand on fait une application sur étagère, elle est disponible pour des dizaines et des dizaines des milliers et des milliers d'usages et de process. Donc, forcément, ça ne va pas coller pour tout le monde. Donc, là, ça, c'est une première vision. La vision sur mesure, que ce soit avec ToSmart ou quelqu'un d'autre, mais ToSmart, c'est mieux. L'application, le logiciel va être utilisé à 100%. Et donc, forcément, on est dans quelque chose qui colle mieux aux besoins. Donc,
l'appropriation, la valeur ajoutée, elle est plus forte. Ça, c'est un premier point. Après, il y a une réalité opérationnelle et économique qui est qu'une application sur mesure va coûter plus cher qu'une application sur étagère. Donc, l'arbitrage, il peut se faire par le budget. C'est aujourd'hui, si on a un budget qui est je donne des exemples fictifs, mais imaginons qu'un budget sur étagère, on est plus proche des 10 000 euros par an, un budget sur mesure, on est plus proche des 100 000 euros par an. Bah, si mon enveloppe, elle est à 20 000 euros, je n'aurai pas les moyens de faire du sur-mesure. Donc, la solution sur étagère est peut-être un premier choix qui correspondra peut-être moins à mon usage, mais en tout cas, est plus logique et pertinent par rapport à mon budget. Donc, à voir comment arbitrer par rapport à ça. Et après, le point un peu essentiel aussi là-dessus, c'est d'avoir une vision. C'est que on travaille, nous, pas mal avec des réseaux de franchise. Et sur les réseaux de franchise, on a des gens qui se lancent et qui veulent utiliser des grosses solutions du marché. Quand on convainc un nouveau franchisé de rejoindre sa marque et son projet, d'amener une solution du marché digital qui existe déjà, le nouveau franchisé, il va se dire, bon, oui, je peux aussi le faire moi-même. Alors que si on a digitalisé son process, sa propre application, ses propres outils, là, on montre qu'on a tellement pensé son process, sa manière de vendre, de produire, qu'on l'a même digitalisé. C'est une autre manière de présenter les choses qui est parfois plus séduisante. Et donc, ça, c'est quelque chose d'important et qui montre une projection dans le temps, une vision et quelque chose qui est assez fort. Et d'ailleurs, je crois que tu as écrit un article sur le sujet, si tu veux faire un peu de pub. Si vous voulez regarder sur le site de TooSmart, vous avez accès à une catégorie de blog dans laquelle les experts de chez TooSmart, ainsi que nous deux, rédigeons des articles de blog. Je te propose de passer à la dernière question, qui est: est-ce que le no-code ou low-code peut être une solution pour que la DSI prenne enfin mes sujets? Ça, c'était une question qu'on a vue il n'y a pas très longtemps sur un client industriel, dont on ne prononcera peut-être pas le nom dans ce webinaire, mais est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu le projet, comment ça s'est passé? Ouais, bien sûr. Alors, ce client-là, pour vous donner un peu la taille de l'entreprise, c'est un groupe international, forte présence en France. Et la DSI, c'est notre point d'entrée. Ils sont venus nous voir parce que, en fait, ils ont des demandes qui remontent des différentes usines du groupe et pour digitaliser. Donc, le dernier mètre, c'est vraiment le papier en usine, supprimer les tableaux Excel pour faire du suivi qualité. Vraiment, c'est des problématiques qu'on a l'habitude de traiter. Et sauf qu'en fait, la DSI, pour gérer ça, avait des prods hyper longues et ne faisait pas de no-code ou de low-code. Donc, on était sur des applications développées from scratch, un peu costauds. Et costaud en termes de temps et de budget, du coup. Et donc, du coup, là, c'était intéressant. C'est pour ça que c'est typiquement notre positionnement, c'est que le no-code ou le low-code répond à ces besoins-là de non-disponibilité, de simplicité d'application. Et donc, du coup, alors la réponse, donc la question, c'est pour que la DSI prenne mes sujets. Donc, c'est pas forcément la réponse à toutes les sollicitations. En revanche, il y a quand même un intérêt parce que ça permet de mettre en place des applications plus simplement. Et quelque chose qu'on fait nous aussi beaucoup, c'est de créer le lien entre le métier et la DSI, justement, pour répondre à ces besoins-là, pour l'amener aussi parfois à être autonome, donc reprendre les applications, les faire évoluer eux-mêmes. Et comme ça, on n'a plus besoin d'avoir un contrôle enfin pas un contrôle, mais plutôt une mise en place de la DSI. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que la DSI a une vision sur le stack et voit les applications qui sont en place. Donc ça, c'est un élément de réponse qui est assez intéressant. Et après, pour faire vivre tous ces sujets-là, c'est aussi comprendre comment est-ce qu'on travaille, enfin la DSI, comment est-ce que le métier travaille pour, pour pouvoir justement amener de la valeur et faire évoluer. Et donc, c'est là où il y a un intérêt, alors soit le faire en interne, soit appeler des équipes comme les nôtres
pour justement créer ce lien et amener de la transformation plus simplement et plus rapidement. Et donc, du coup, travailler sur justement vos applications grâce à cette techno. Mais petite information, ne jamais penser, enfin, vu l'orientation de la question, ne jamais penser techno pour répondre à un besoin, mais plutôt l'inverse. Se dire, OK, quel est mon besoin? Et regarder technologiquement comment est-ce que je peux le réaliser. On vient de parler d'ailleurs du no-code. En moyenne, le développement de ces applications prend combien de temps? Alors, ça peut être assez large, parce que comme on fait du sur-mesure, c'est des délais qui sont généralement plus rapides. En développement spécifique, pour donner une fourchette, en développement spécifique, on peut avoir des projets où la V1 sort entre 6 et 9 mois. Sur nos projets à nous, on peut être entre 1 et 3 mois. Ce qui répond du coup aussi peut-être à la question de comment prendre les sujets et libérer du temps à la DSI entre 1 à 3 mois de développement et plus de 6 mois de développement. Ouais. On a quand même une charge de travail qui n'est pas la même. C'est ça. Et surtout qu'un intérêt qui est l'effet, l'émulsion autour d'un projet. Donc, l'émulation plutôt, autour d'un projet où on est, quand on veut digitaliser, on a envie de voir des résultats rapidement. Oui. Et du coup, bah ouais, pour le coup, là, on est sur des délais qui permettent de ne pas faire retomber le soufflet, pour rester dans le thème de la cuisine. Et donc, du coup, montrer directement du résultat, des choses, c'est intéressant pour embarquer du monde et faire en sorte que le projet, le POC, fonctionne bien. Ok. Merci pour ces éléments de réponse, Cyril. Si vous avez d'autres questions, je vous laisse les poser dans le chat. N'hésitez pas, que ce soit des projets en lien dans votre entreprise ou autre. On se fera un plaisir d'y répondre. Top. Merci Stéphane déjà d'avoir posé ces questions. Poser ces questions intéressantes. Voilà, en tout cas, merci Cyril d'avoir répondu à ces questions. On reste bien entendu disponible pour toutes les autres questions par mail, sur notre site internet, par téléphone. Vous avez les informations de Cyril qui sont ici, qui s'affichent à l'écran. Et n'hésitez pas. Ouais, n'hésitez pas, nous on prend souvent le temps avec des gens avec qui on ne travaille pas encore d'échanger sur les projets parce que en fait, on a souvent des gens qui ont des questions avant de se lancer et on a ce rôle-là, nous, justement de calibrage et d'orientation et potentiellement même, s'il y a des clients dans cette liste qui vous intéressent, on peut aussi organiser des mises en relation parce que c'est aussi ça la force de TooSmart, c'est de travailler en écosystème et nous, on aime bien mettre en relation nos clients entre eux, mais potentiellement des futurs partenaires avec nos clients. Donc, est-ce qu'on a des questions? Non, je ne vois pas. À tout. Super. Eh bien, merci à tous et à toutes. Et je crois que vous allez recevoir le replay dans votre directement. boîte mail. Bonne journée. Merci, bonne journée. TooSmart.